Salut tout le monde. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais je suis plutôt client des Looney Tunes. En fait, en ce moment, je me suis replongé dans plusieurs de leurs cartoons, et j'en suis venu à la conclusion que pour le moment, je n'ai envie de parler que de ça. Bah plus sérieusement, vous savez que j'adore les Looney Tunes, et du coup vous vous êtes sûrement demandé quels sont mes cartoons des Looney Tunes préférés, je parie. Allô? Bon, de toute façon, c'est pas grave, parce que je serai dans l'incapacité de vous répondre. Il y a tellement de cartoons Looney Tunes que j'adore que désigner un certain nombre de favoris est une épreuve encore plus impossible pour moi que de prononcer leur titre anglais correctement. Je veux dire, il y a littéralement un millier de cartoons Looney Tunes, et même en retirant les époques que pratiquement personne n'aime, comme la période Seven Arts ou encore à peu près tout ce qui précède 1936, ça fait quand même un très grand nombre d'excellents cartoons, et donc beaucoup de candidats potentiels. Par contre, ce que je peux faire, c'est une liste de cartoons Looney Tunes que j'adore et que je trouve sous-estimés, dans la mesure où j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez d'eux, même dans le cercle des gros fans Looney Tunes ou des historiens de l'animation. Et c'est pourquoi j'ai décidé de parler de certains d'entre eux. Alors tous ne sont pas forcément parmi mes préférés absolus, mais l'idée c'était de parler de quelques cartoons remarquables et qui ne sont pas ceux que littéralement tout le monde a déjà considérés comme les plus grands, comme What's Up Braddock, Duck Amuck, The Great Piggy Bank Robbery et j'en passe. J'ai donc choisi 22 cartoons, ce qui est une référence à 22 courts-métrages sur Springfield, ce qui n'a absolument aucun rapport. Et donc du coup, vous l'aurez compris, ce n'est pas un classement ordonné, j'ai d'ailleurs choisi d'y aller un réalisateur à la fois. Et on commence avec un réalisateur dont je trouve le CV assez sous-estimé d'une manière générale, Arthur Davis. Bully for Bugs est un classique incontesté et incontestable. Fun fact, ce cartoon est d'ailleurs né parce que le producteur Eddie Seltzer avait dit un jour dans les locaux, apparemment sans raison, que jamais il ne fallait faire de cartoon sur la Tauromachi parce que ce n'est pas drôle. Et donc Chuck Jones et Mike Maltese en ont fait un par pur esprit de contradiction. Mais vous savez quel autre cartoon sur la Tauromachi est génial ? Mexican Joyride est un cartoon dans lequel Daffy part au Mexique pour des vacances. Pas loin d'un contexte où les États-Unis aimaient encore brosser l'Amérique latine dans le sens du poil avec ses productions. Le cartoon ne s'attarde même pas 2 minutes sur la culture mexicaine avant de passer à la Tauromachi. Daffy se retrouve en matador malgré lui après avoir provoqué le taureau. C'est un des premiers cartoons réalisés par Davis, et j'adore l'énergie qui s'en dégage, comme des restes de Bob Clampett, mais avec un style bien à lui dans le timing et le montage. J'aime particulièrement les passages assurés par Bill Melendez. Oui, le responsable des cartoons de Snoopy en personne. Daffy est en grande forme, le taureau qu'il affronte est un excellent one-off, doté de la parole, contrairement au taureau de Chuck Jones se reposant sur le pantomime, mais avec beaucoup de bonnes réparties verbales pour que ça marche, et leur affrontement est dynamique et bourré de bons gags, dont l'un de mes gags préférés de tous les temps basé sur la psychologie inversée, que je trouve même peut-être encore plus drôle que le traditionnel saison du lapin, saison du canard. Ce n'est pas un cartoon que vous reverrez de sitôt à la télé, ou en bonne qualité en streaming, parce que stéréotype sur les Mexicains et aussi peut-être pour la trentaine de secondes dédiée à une blague de suicide, mais c'est un cartoon dont j'adore la frénésie, et un de ceux qui pourrait me convaincre que la Tauromachi peut être drôle. Alors que la Tauromachi, ça craint, faut pas encourager ça. Arthur Davis est aussi responsable de ce qui est peut-être mon cartoon de Daffy préféré, dans un monde où The Great Piggy Bank Robbery et Book Review n'existent pas. The Stupor Salesman oppose un cambrioleur se cachant dans une maison loin de tout après un récent braquage à Daffy, ici vendeur porte-à-porte obstiné. Et quand je dis obstiné, c'est un doux euphémisme. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de quitter les lieux avant d'avoir vendu la moindre chose au cambrioleur. Et pour parvenir à ses fins, il n'hésite pas à employer les grands moyens. Vous savez, il y a une sorte de débat qui fait rage par rapport à lequel est le meilleur Daffy, entre le Daffy zinzin de Tex Avery et Bob Clampett, et le Daffy égoïste et cupide initié par Chuck Jones. Moi je suis particulièrement friand du Daffy un peu entre les deux, c'est-à-dire énergique et déjanté, foufou sans être écervelé, mais aussi quelque part provocateur, et ne renonçant jamais. Une sorte de compromis qui dans le cas de ce cartoon et de Mexican Joyride aussi, fonctionne à plein tube. Ça contribue en tout cas à sa grande réussite, tandis que l'énergie de Davis se ressent une nouvelle fois, en plus d'y injecter une cinématographie intéressante. Beaucoup d'expressivité, à la fois dans l'animation et dans le dialogue, et un Daffy excentrique tout en ayant de la personnalité. J'adore ce cartoon, et je trouve ça dommage qu'il ne soit pas cité si souvent que ça quand on pense au meilleur cartoon du canard. Hey, Bob! You need a house to go with this doorknob! Vous vous souvenez des taupes ultra polis Macintosh ? Ouais bon, mais Two Gophers from Texas est un chef-d'œuvre. Peut-être l'apothéose du style cinétique particulier d'Arthur Davis, en plus d'opposer ces deux taupes, qui malgré ma pique peuvent être sincèrement drôles à mon avis quand elles sont employées à bon escient, comme en l'occurrence, à l'un des adversaires one-shot les plus drôles jamais créés par les cartoons Warner. Tout chez ce satané chien, qui je suis sûr a inspiré Patrick Ventura pour son cartoon Sledgehammer Opossum, est absolument hilarant. Sa gestuelle est d'une fantastique expressivité, particulièrement dans les scènes dessinées par Emery Hawkins. Sa personnalité est portée par des dialogues finement écrits, et Mel Blanc l'incarne de manière formidable.
Le pitch est assez simple, voyant le chien décider de revenir à la vie sauvage, inspiré par un livre, et de trouver sa propre nourriture dans la nature. Et donc ça part rapidement en traditionnel proie versus prédateur. Mais l'ensemble est bourré d'énergie de toutes les manières possibles, jusqu'au climax musical exceptionnel, réunissant le meilleur de la comédie par le timing et la musique. Peut-être l'un des cartoons les plus expressifs des Looney Tunes, et qui n'en oublie pas de paraître authentique pour autant. Egad, what a book! Je ne sais pas s'il y a un cartoon de Bob Clampett qu'on peut réellement qualifier de sous-estimé. Enfin du moins un de ses cartoons à partir de sa reprise de l'équipe de Tex Avery lors du départ de ce dernier vers MGM. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de Drafty Daffy. C'est un cartoon que j'ai mentionné dans ma vidéo sur les cartoons de propagande, un des derniers de chez Warner Bros purement centré sur le sujet de la guerre et de l'armée, et reprenant la formule à la Tex Avery du personnage impossible à fuir et qui sera toujours là où on ne l'espère pas. La formule devient encore plus drôle à mon goût avec un sujet auquel on peut s'identifier. Fuir nos responsabilités, ou en l'occurrence pour Daffy, son devoir de citoyen américain qui est d'aider à mener le pays à la victoire. Comme je le mentionne dans ma vidéo susmentionnée, je ne sais pas si ce cartoon voulait être quelque part un peu anti-guerre. Mais honnêtement, peu m'importe, ce cartoon est juste hilarant. L'énergie chère à Bob Clampett est là, et c'est d'ailleurs l'une de ses meilleures utilisations de sa synergie déchaînée, tant elle souligne merveilleusement les efforts colossaux de Daffy pour fuir le petit bonhomme du bureau de recrutement. Pas besoin de masse de dialogue, la gestuelle et la subtilité de l'animation déjantée suffit pour comprendre à quel point Daffy est un lâche et l'exprime à sa manière. Et j'adore aussi le contraste entre le petit bonhomme à la gestuelle simple et au ton assez neutre, et un Daffy ultra émotif et expressif à côté. Cartoon de propagande ou pas, son sens de la comédie est immortel, et en fait un classique. Par contre, ce qui a tendance à être vraiment sous-estimé chez Bob Clampett, c'est sa période avant de récupérer l'équipe de Tex Avery. Je trouve qu'on a tendance à oublier les cartoons de cette période, même si en général pour de bonnes raisons, tant aux alentours de 1939 à 1941, on sentait une certaine fatigue du réalisateur à être confiné aux cartoons de Porky en noir et blanc qui pointait le bout de son nez, et qu'il voulait passer à autre chose, quand bien même on tend à occulter leur qualité je trouve. Mais c'est vrai que ces possibilités de créateurs de cartoons purement dingos étaient un peu restreintes, trouvant avec l'équipe d'Avery de quoi former la paire parfaite pour ses ambitions. Mais entre 1937 et 1938, il a pondu pas mal de très bons cartoons, déjà très fandards et déjantés, et sans doute précurseurs du style Looney Tunes tel qu'on le connaît aujourd'hui avec ceux de Tex. Beaucoup citeront à raison Porky in Wacky Land comme le pinacle du style zinzin qu'il pouvait déployer avec sa première équipe, mais un de ses premiers chefs-d'œuvre pour moi c'est Porky's Party. Un cartoon au concept nettement plus simple, basiquement l'anniversaire de Porky qui tourne au chaos, parce que tout le monde a déjà vu un de ses anniversaires partir en vrille à cause d'un verre à soie et d'un chien bourré. Et une des preuves de la faculté de Clampett à prendre des concepts plutôt gentillés, si j'ose dire qui se sentirait un peu plus comme un poisson dans l'eau chez Disney que chez Warner, pour les tourner en festival de gags plus farfelu qu'enfantin. J'adore le sens du timing, particulièrement durant la deuxième moitié, et les deux personnages one-shot, dont un détournement à peine voilé de Donald Duck, apportent de bons gags et contribuent efficacement à l'énergie générale. Et l'animation est un charmant mélange entre élégance et dynamisme. Mention à l'animation du chien bourré, dessiné par un certain Chuck Jones, doté d'une forte personnalité absolument attachante et fun à regarder. Robert McKimson est sans doute mon dessinateur préféré de l'âge d'or des Looney Tunes. Il y a tellement à dire sur les scènes qu'il a animées, mais il a fait aussi un bon lot d'excellents cartoons en tant que réalisateur, à commencer par le tout premier pour lequel il a été crédité, Daffy Doodles. Un autre excellent cartoon de Daffy qui confirme son ancien mantra. I'm not crazy. I just don't give a darn. Car dans ce cartoon, Daffy incarne une menace pour la grande ville dans laquelle il se trouve et que Porky, en tant que policier, essaie d'attraper. Pourquoi ? Parce qu'il peint une moustache sur absolument toutes les lèvres qu'il croise. Du pur Daffy qui est moins méchant que complètement siphonné, et très probablement un de ses meilleurs rôles en conséquence. Même la scène d'ouverture marque bien son contraste avec l'espèce de sentiment de terreur invoqué par le narrateur sérieux, alors même qu'on connaît la nature du crime. Avec ce cartoon, McKimson venait tout juste d'hériter de l'équipe de Frank Tashlin, avant que les dessinateurs dont il a la charge changent. Bien que son style de direction soit relativement à ses balbutiements, McKimson sait comment employer l'ancienne équipe de Tashlin pour son propre compte, et il tient admirablement la cadence, avec une poursuite bien menée, qui arrive à renouveler constamment son gag de la moustache peinte, même quand les mêmes astuces sont utilisées. Plus, ce plan, qui n'a vraiment pas dû être évident à mettre en place en animation à la main, mérite quand même qu'on s'attarde dessus. Apparemment de Cal Dalton, qui faisait déjà quelques scènes dont je trouvais la perspective impressionnante chez Tashlin. Never again will I paint another mustache. I'm doing beards now. Toujours dans les personnages principaux qui deviennent des menaces pour les autres, McKimson a fait de Bugs Bunny carrément une menace nationale dans Rebel Rabbit. Dans ce cartoon, Bugs est frustré d'apprendre que la capture de lapin ne vaut que 2 cents l'unité.
Et lorsqu'il va se plaindre dans les bureaux de Washington, le responsable lui apprend que c'est parce que les lapins sont des créatures inoffensives, visiblement pas au courant de ce que Bugs déploie dans ses cartoons habituellement. He don't know me very well, do he? Du coup, Bugs prend ça de manière personnelle et décide de devenir l'ennemi public numéro 1 des États-Unis, juste pour satisfaire son ego. Et les crimes vont de trucs un peu enfantins, comme Daffy et ses moustaches, à carrément une sorte de terrorisme édulcoré par le prisme du cartoon. Ça ressemble un peu au reste d'un cartoon prévu par Bob Clampett, alors qu'il est sorti quelques années après son départ de la Warner. Parce qu'on y retrouve le Bugs imbu de lui-même et tordant son image de lapin roublard pour laquelle il est surtout connu. Mais comme Bugs est un personnage versatile pouvant endosser presque n'importe quelle facette, dont celle du lapin égotiste qu'on a vu plusieurs fois chez Clampett, Freeling et Avery notamment, ça marche ici tant c'est poussé à l'extrême de manière très divertissante. Le tout est peut-être un peu trop court, mais rien que pour voir Bugs devenir le méchant de l'histoire, et de manière plus évidente que dans Rhapsody Rabbit par exemple, ça marche totalement pour moi. En plus, Mac Kimson glisse une autre caricature du sénateur Clegorn qui n'est pas Charlie Lecoq. Décidément, il aime cette caricature. Could it be that I carried this thing too far? Des cartoons mettant en vedette Daffy dans des univers et scénarios dans lesquels il n'est absolument pas à sa place, on a surtout en tête ceux de Chuck Jones, quand il le transformait en cow-boy, en héritier de Sherlock Holmes, ou encore en ranger de l'espace. Mais je trouve qu'on a tendance à oublier quand Robert McKimson avait fait de lui un détective privé dans sa parodie des films noirs The Super Snooper. J'aime ce cartoon ne serait-ce que parce que je me demande s'il n'a pas inspiré l'épisode des Animaniacs Drôle d'oiseau. Également parodie des films noirs menée par le sens du jeu de mots pour lequel on connaît bien les frères Warner. Enfin, le côté jeu de mots est surtout présent dans la première moitié du cartoon, tandis que la deuxième est surtout concentrée sur Daffy, qui essaie de recréer la scène du crime avec la suspecte principale, la parodie de la femme fatale qui n'a Dieu que pour Daffy, avec une exagération vraiment drôle. Du coup, c'est une nouvelle forme de cartoon qui fait voir venir la chute des gags à des kilomètres, puisque Daffy joue la victime dans les situations qu'il recrée. Et Daffy est tellement obstiné dans sa volonté de culpabiliser la suspecte, qui est juste trop occupée à flirter avec lui, que c'en est vraiment drôle à mes yeux. En plus d'être une très amusante parodie des codes du film noir, c'est une parodie respectueuse grâce à la cinématographie de Mac Kimson, et l'acting de Daffy est également réussi grâce à l'animation, particulièrement avec Rod Scribner, dont je trouve qu'on néglige ce qu'il faisait chez Mac Kimson, au profit de son travail certes supérieur pour Clampett. Oh, no, you're not. You did it all right. Guilt is written all over your face. Oh? Un petit dernier Mac Kimson pour la route, et un de ses cartoons one-shot comme il avait l'habitude d'en sortir durant les années 50. Early to Bet a comme personnage principal une puce qui donne la fièvre du jeu et du pari à quiconque elle mord. Mais les vraies stars du cartoon, c'est le duo formé par le chat, nouvelle victime de cette puce, et le chien qui en profite pour jouer aux cartes avec lui, et lui coller des gages particuliers à chaque fois qu'il perd. Et il perd à chaque fois. J'aime les subtilités autour du personnage de la puce, qui semble non seulement refiler la fièvre du jeu, mais aussi la poisse, comme c'est suggéré à la fin du cartoon, très satisfaisante au demeurant, alors qu'elle perd lorsqu'elle se met elle-même à jouer. J'aime aussi beaucoup les deux autres personnages, qui sont apparus dans quelques autres cartoons de Mac Kimson, mais toujours sous l'anonymat, même si je présume que le chien est la version Mac Kimson du bulldog Hector chez Freeling. J'aime tellement le ton joueur, poli et suave du chien, qui prend pourtant du plaisir à infliger ses gages au chat. Et le chat aussi est très amusant, particulièrement dans ses réactions face à ses châtiments, passant rapidement du désespoir à l'agacement. Comme dans les meilleurs cartoons Looney Tunes, l'animation et le voice acting contribuent efficacement aux interactions entre les personnages, et ne les rendent que plus amusants à suivre. Ce qui fait que je préfère ce cartoon à It's Summertime, dont il est la suite spirituelle, puisque ce cartoon se basait aussi sur le chien, infligeant des punitions particulières au chat. On passe à celui qu'on ne présente plus, ce cher Chuck Jones. Et bon, je vais un peu tricher avec le cartoon dont je vais parler, qui a une très solide réputation, particulièrement chez les historiens, et qui a une place parmi les 100 plus grands cartoons Looney Tunes. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez par rapport à un What's Up Paradox par exemple. Quand on pense à donner vie à la musique grâce à l'animation, je pense qu'on est nombreux à penser instinctivement à l'approche faite par Fantasia, entre les formes créées par les mélodies et des sketchs conduits par la musique. Mais avec High Note, Chuck Jones opte pour donner littéralement vie aux notes de musique constituant une partition. Et c'est absolument brillant. Chuck a toujours montré avoir un faible pour le pantomime dans ses cartoons, en tout cas il excelle à cela. Et ce n'est pas une exception ici, tandis que ses notes sont animées avec élégance, et laissent transparaître leurs émotions sans avoir ni parole ni expression faciale, ce qui n'est pas un mince exploit. Visuellement, ce cartoon est impressionnant à plus d'un titre. J'adore le jeu des perspectives, et le layout, comme on peut s'y attendre venant de Maurice Noble, est formidablement troussé. Et bien sûr, la musique n'est pas un reste, tandis que s'enchaînent les airs élégants alors que les notes s'adonnent à la construction de la partition, et les airs éméchés tandis qu'une note bourrée manque à l'appel. Pour moi, ce cartoon est le symbole des possibilités infinies de création dont jouit l'animation, et aussi un de ces cartoons montrant pourquoi les cartoons sont faits pour tout le monde. Émerveillant par sa faculté à donner vie à des choses comme des notes de musique, tout en faisant rire grâce aux pitreries de ces notes.
En somme, ça démontre pourquoi l'animation mérite tout notre respect comme art à part entière. N'est-ce pas? Au royaume des adversaires de Bugs Bunny, Will Coyote a certainement fait une bonne impression quand il laissait le bip-bip de côté pour prendre la parole et se vanter comme un super génie, avec la délicieuse voix de gentleman pompeux que lui donnait Mel Blanc. Comme beaucoup, je pense que leur premier cartoon ensemble, Operation Rabbit, est leur meilleur. Mais je trouve qu'on a tendance à oublier Rabbit's Feet en conséquence, que j'adore presque tout autant. Ce que j'aime avec les cartoons entre Bugs et Coyote, c'est qu'ils paraissent tous différents les uns des autres d'une manière ou d'une autre. Et celui-ci ne déroge pas à la règle, en décidant de contraster le soi-disant super génie Coyote avec un Bugs bien plus foufou que d'habitude quand ça en vient au cartoon de Chuck Jones. Quelque part, on dirait qu'il en a fait l'équivalent du Daffy Duck de Bob Clampett. Un personnage qui agit de manière juvénile et qui ne prend pas les choses au sérieux, tout en sachant comment se défendre. C'est assez inhabituel pour un cartoon de Bugs par Jones et aussi tard qu'au début des années 60. Et l'alchimie entre Bugs et Coyote dans ce cartoon est absolument poilante. Comme d'habitude avec Chuck Jones, on a de l'excellente animation pour donner vie à ces personnages et ce qui les anime de façon experte. Le tout complémenté par ce ciel jaune très vivant et plus éclatant que lorsqu'il était utilisé pour la plupart des cartoons de Bip Bip vers la fin des années 50. J'aime particulièrement cette scène animée par Ken Harris, merveille absolue de timing et de personnalité. Juste une de ces scènes où absolument tout fonctionne. Par contre, je crois que Bugs n'a jamais autant embrassé quelqu'un en l'espace d'un cartoon que durant celui-là, un vrai chaud lapin. Well, like the man says, don't take life too seriously. You'll never get out of it alive. On cite souvent The Dover Boys comme le cartoon avec lequel Chuck Jones a réussi à trouver son empreinte qui le propulsera parmi les plus grands noms du cartoon, à commencer par Jones lui-même. Mais il y a aussi Case of the Missing Hair avec lequel Jones a créé un tournant significatif dans la saga des cartoons de Bugs Bunny, en solidifiant la formule utilisée lors des cartoons Bugs versus adversaires du jour. Ce n'est pas le premier cartoon où Bugs se défend contre quelqu'un. Mais avant celui-là, c'était toujours des adversaires qui voulaient basiquement le tuer ou le manger. Et donc Bugs se défendait pour sa vie, sauf les rares cas où c'était lui qui provoquait quelqu'un. Là, c'est la première fois qu'il est opposé à quelqu'un qui a eu le malheur de le provoquer délibérément. Et donc pour Bugs, qu'est-ce que cela signifie? Of course you realize this means war. Ce cartoon est certainement imposant dans la mesure où il agit comme le pilier fondateur qui donnera naissance à des classiques comme Bully for Bugs et Long-Haired Hair. Mais c'est aussi un excellent cartoon pour ses propres mérites, et certainement un des plus drôles des plus jeunes années de Jones en tant que réalisateur, en tout cas juste après sa période dite à la Disney. Bugs est joueur mais rusé, et il massacre le show du magicien avec un plaisir de fanfaron. Le tout soutenu par les arrière-plans bien stylisés que l'on doit notamment à John McGrew, dont je reparlerai. J'aime particulièrement la façon dont ils sont utilisés pour appuyer l'effet d'une scène, par exemple quand les couleurs s'interchangent lorsque le magicien s'en prend une. Ce sont des choses qui montrent que Jones devenait plus confiant quant à son potentiel comique et son potentiel de réalisateur unique. Et c'est pourquoi c'est un cartoon à ne pas négliger à mes yeux. En plus, Bugs a trop de têtes impayables dans celui-là. The Aristocats, non rien à voir, est possiblement l'un des plus beaux cartoons de la Warner visuellement en ce qui me concerne. Je suis admiratif de ce cartoon sur le plan artistique, qui, comme la majorité des cartoons de Chuck Jones du début des années 40, bénéficie des talents de l'artiste layout John McGrew. Et ça donne des arrière-plans vraiment somptueux dans leur côté stylisé, qui n'ont rien à envier à ce que Maurice Noble fera pour le réalisateur des années plus tard. Et ça, plus le choix des couleurs de fond par le duo Jen Fleury et Bernice Polivka, ça soutient excellemment les émotions de ce chat pourri gâté, laissé seul après la démission de son majordome, et qui de suite pense à l'éventualité peu enviable de mourir de faim. Regardez-moi le travail sur le papier peint et la façon dont il accompagne la scène, c'est du travail d'orfèvre ou bien? Il y a une vraie cohérence visuelle dans l'ensemble et ça attire l'œil de manière naturelle. Tout est en harmonie et Jones se prouve une nouvelle fois, après des cartoons comme Case of the Missing Hair et Wakiki Wabbit, l'influence qu'il peut avoir sur l'avenir de l'animation. Mais t'as vu en tout cas que le studio UPA lui doit quand même un peu, d'où la cohérence de l'avoir comme réalisateur de leur première production dont j'avais déjà parlé. En tout cas, la réalisation est vraiment intéressante, surtout durant la première moitié. Ce cartoon est aussi la première apparition des souris Ubi et Bertie, qui montrent déjà leur personnalité de souris facétieuses, encore que Jones saura mieux exploiter leur potentiel humoristique par la suite. Ce qui nous conduit d'ailleurs à... Quand on pense aux cartoons les plus sombres de Chuck Jones, j'imagine que le premier à venir en tête pour beaucoup de fans, c'est Shawhound, alias le cartoon avec un chien qui retient un chat captif et l'exploite pour avoir toute la viande qu'il peut avaler, et dont la fin... est ce qu'elle est. Pourtant, j'ai tendance à trouver The Hypochondriac un poil plus dérangé. C'est centré sur Ubi et Bertie, donc, qui, pour ne plus avoir Claude, le chat de la maison, dans leurs pattes, exploite son hypocondrie pour lui faire croire qu'il est tombé gravement malade, et même qu'il est mort sur le billard. Alors les cartoons type « quelqu'un pense qu'il est mort, mais en fait non », il y en a beaucoup. Mais celui-là, quand bien même il garde un aspect humoristique parce qu'on sait exactement ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé, est assez déroutant dans son atmosphère, en plus de bien traduire la panique du chat face à la funeste fausse réalisation durant la deuxième moitié.
Comme dit dans le livre des 100 plus grands cartoons Looney Tunes, il y a un côté thriller psychologique à la Hitchcock, le tout une nouvelle fois un peu allégé par le prisme du cartoon. Mais on parle quand même de 2 souris qui torturent psychologiquement un chat pour lui faire croire qu'il a une maladie grave et qu'en plus de ça, il a clamsé et doit monter au paradis. Qu'est-ce qu'il a de plus que ça, Showhound? Alors en plus, rajouter une séquence d'animation absolument surréaliste mais définitivement impressionnante, animée par Lloyd Vaughan d'après le livre susmentionné, et vous avez là un cartoon qui laisse sa petite empreinte. Fun fact, d'après le storyboard, il devait y avoir une scène supplémentaire à la toute fin. Mais je la trouve mieux telle qu'elle est, avec le cartoon se terminant juste sur Claude s'envolant dans les airs, inconscient du fait qu'on l'ait dupé. D'une manière générale, je trouve que le duo Ralph et Sam, oui encore eux, fait partie des créations de Chuck Jones les plus sous-estimées. Plus que d'être des simples ersatz de Bip Bip et Coyote dans les gags qu'ils peuvent générer, j'aime beaucoup le principe et la dynamique derrière ce duo. Et c'est pour ça que si j'avais à désigner un favori, je partirais probablement avec Steel Wool. Déjà parce que c'est peut-être le plus beau des cartoons de Ralph et Sam, avec les designs de Maurice Noble au ton automnal vraiment charmant, mais aussi parce que c'est véritablement le premier cartoon du duo à démontrer pleinement ce qui les anime derrière leur boulot les conduisant à devenir ennemis mortels 35 heures par semaine. C'est le premier à aller pleinement avec cette logique de « ils font juste leur travail » et de l'intro avec les 2 personnages vivant leur petite matinée avant d'aller au boulot, à la fin avec Sam proposant à Ralph de prendre un jour de repos pour avoir si durement bossé ce jour-là, c'est là qu'on réalise qu'il n'y a pas 2 duos comme celui-là dans la galaxie Looney Tunes. Je ne sais pas si c'est le cartoon le plus drôle du duo, sur ce terrain je pencherai peut-être pour le précédent, Double or Mutton, mais quand je pense à un pur cartoon Ralph et Sam, c'est à Steel Wool que je pense. Fritz Freleng est souvent réputé comme étant le réalisateur des Looney Tunes ayant le meilleur sens du timing musical, ce qui est fort plausible étant donné son goût pour la musique, dont l'usage est souvent applaudi dans ses œuvres, et le fait que la majorité de ses meilleurs cartoons soient des cartoons purement musicaux. Selon moi, il y a un cartoon reposant fermement sur l'harmonie entre son et image qui ne reçoit pas l'attention qu'il mérite. Avec Mouse Mazurka, Freleng nous emmène dans le pays fictif de la Slobovie, aux fortes influences de l'Europe de l'Est, et donc apporte la musique appropriée, en la reliant également à une course-poursuite entre Gros Minet et une souris affamée. Le cartoon est essentiellement muet, à part quelques petites apparitions d'un narrateur au début et vers la fin, et Gros Minet, malgré sa voix dont je ne me lasse pas, a un excellent potentiel pantomime, comme Freleng et Chuck Jones l'ont prouvé plusieurs fois. On profite donc de ce jeu du chat et de la souris, également animé par la musique et particulièrement lors du dernier tiers, reposant essentiellement sur la souris faisant croire à Gros Minet qu'elle a bu une bouteille de nitroglycérine, sans savoir, contrairement au spectateur, qu'elle a réellement bu une bouteille de nitroglycérine. Ajoutant une plus-value à l'anticipation, contrairement à si le spectateur avait été lancé dans l'ambiguïté à ce sujet, avant de l'apprendre à la toute fin. Ça vaut peut-être pas un Pigs in a Polka, mais je trouve que c'est un excellent cartoon pour ses propres mérites. Et un cartoon qui confirme que Freleng aime bien faire exploser ses personnages jusqu'à la mort, visiblement. Et je vous rappelle que Gros Minet est le toon de la ménagerie Warner ayant le plus de fois cassé sa pipe. J'ai rien contre Titi et Gros Minet, soyons clairs, mais j'ai toujours pensé que Gros Minet était à son meilleur en général quand il se tient éloigné du canari, de sorte à prouver tout le caractère versatile de son personnage. Et c'est le cas dans un de mes cartoons préférés avec le chat en vedette, A Mouse Divided. Dans ce cartoon, la cigogne, ici bourrée, livre le mauvais bébé à Gros Minet et sa femme, et il se retrouve donc avec un souriceau. Évidemment, notre chat préféré veut le bouffer au départ, aux grandes dames de sa femme. Et d'ailleurs, on peut penser quelque part que c'est ce qui va constituer l'ensemble du cartoon. Mais au final, Gros Minet se prend vite d'affection pour la souris, ce qui est à la fois mignon et emmène l'histoire vers une nouvelle direction encore plus sympa. Car non content d'accepter la souris comme son fils, Gros Minet va même le défendre contre une horde de chats affamés, qui s'y mettent à plusieurs pour choper un seul bébé souris, et il devait être vraiment affamé. Je préfère cette tournure en tout cas, car non seulement ça prouve la polyvalence du personnage, avec ses petites subtilités en rattachant son instinct parental à celui de sa femme, quelque part. Mama. Oh, he called me Mama. Daddy. Oh, he called me Daddy. Mais aussi parce que c'est extrêmement satisfaisant de voir Gros Minet avoir la main pour une fois face à ses opposants. Et le voir défendre le souriceau seul face à ce grand nombre de chats est un grand moment. Même s'il finit par redevenir éventuellement le dindon de la farce au bout du compte. Pour un gag qui m'avait laissé forte impression quand j'étais petit, et qui me fait toujours mourir de rire aujourd'hui. Le sens du timing humoristique de Freleng est une nouvelle fois démontré, avec ce qui est facile, une de mes variations préférées du gag du faux Père Noël en plein été. Un must. Dans une autre variation de l'habituel chien versus chat versus oiseau, Fritz Freleng a pondu en 1943 Ice and Make-up, un cartoon tellement sous-estimé qu'il n'est sorti que très rarement en support physique, qu'il n'est pas disponible sur HBO Max, et qu'il a fallu attendre fin 2021 pour enfin avoir une version restaurée grâce à MeTV. Alors que c'est un cartoon très drôle autour d'un chien et d'un chat, qui tentent chacun de faire en sorte que l'autre soit jeté dehors par leur maîtresse en l'accusant de choses particulières commises.
Un pitch assez Tom et Jerryesque et dont l'exécution repose pas mal sur le pantomime des animaux qui sont intégralement muets, sauf le chien qui a 2 répliques pour ajouter du gag supplémentaire, dont une référence à la Seconde Guerre mondiale évidemment, on est en 1943. La structure montre efficacement à quel point ces 2 animaux ne peuvent pas s'encadrer et s'empêcher de rendre la vie de l'autre impossible, alors qu'ils ont tous les 2 une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, et ça ne fait qu'escalader encore et encore sur un rythme soutenu. Nouvelle réussite de timing pour Fritz Freleng, particulièrement musicale, jouant avec la marque de fabrique de Carl Stalling qui est de placer des airs connus au bon endroit et au bon moment pour accentuer un gag. Et en ce sens, ce cartoon est l'un des premiers, et certainement l'un des meilleurs, usages du légendaire Powerhouse de Raymond Scott, que vous avez déjà forcément entendu au moins une fois d'une manière ou d'une autre. Ajoutez l'usage très amusant d'un canari dans l'équation, et vous avez un cartoon qui prouve que même le plus téléphoné des concepts peut toujours fonctionner grâce à une exécution ciselée. Je ne pouvais pas parler de cartoon Looney Tunes sous-estimé sans passer par Tex Avery. Et même s'il est essentiellement l'un des responsables de l'élévation des cartoons de Warner Bros au-delà de copies cheap de Disney, en plus de créer ou de finaliser quelques des personnages les plus iconiques du studio, je trouve qu'on tend à oublier certains de ces cartoons Warner en faveur de sa carrière luxuriante chez MGM. Même si c'est évidemment chez MGM qu'il a pu se lâcher et délivrer son meilleur matériel, il ne faut pas négliger l'importance que son parcours chez Warner a eu dans le processus. The Bear's Tale est un de ces cartoons-là, montrant le goût de Tex Avery pour les parodies de contes de fées, même si on n'en était pas encore au loup coureur de jupons et à la sulfureuse rouge qui a dû faire peur à bien des censeurs. Tout de même, c'est un cartoon qui profite de tout ce qu'il a sous la main pour délivrer une parodie poussée et assumant complètement son statut de parodie, en forme de point culminant du style qu'il a exécuté avec des cartoons comme Little Red Walking Hood et Cinderella Meets Fela. Il joue avec ses personnages comme des acteurs, il mélange les contes, il injecte quelques références contemporaines, il joue avec les codes généraux comme les arrière-plans réalistes de la forêt, et il emploie une forme de récurrence qui fait mouche. Par exemple, en donnant à chaque personnage son propre thème musical, évidemment connu du public d'alors, qui sera joué à chaque fois que le personnage concerné apparaît. Le tout ne manque pas de personnalité, je trouve ces personnages vraiment vivants, et ils portent la parodie. On notera d'ailleurs qu'ils ont quasi tous une voix différente, à part Sarah Berner et Bernier Sansel qui en partagent 2 chacune. Même si c'était un peu avant que Mel Blanc devienne basiquement la voix de 95% des personnages, c'est toujours agréable, surtout quand tu as le Papa Ours incarné par Tex lui-même. Et Tex a juste le rire le plus communicatif du monde. À chaque fois qu'il rigole, je ne peux pas m'empêcher de sourire, c'est instinctif. Et de la même manière qu'il insuffle autant de personnalité dans cet ours par sa voix, il insuffle beaucoup de personnalité dans son cartoon par sa direction. Vous voyez ces œuvres qui pensent que des dessins volontairement extrêmement moches et rudimentaires se suffisent pour créer de la comédie? Eh ben elles ont rien compris aux enseignements de Porky's Preview. Et oui, il existe un cartoon des Looney Tunes qui consiste en une succession de dessins avec des bonhommes bâtons que vous verriez lors d'une partie de Gartic Phone. Et c'est extrêmement réussi, car Tex Avery est brillant et sait comment aller au-delà du simple dessin rudimentaire égal drôle pour rendre son cartoon unique. Cartoon qui commence comme du Tex Avery normal, avec des jeux de mots et des gags autour des spécificités des animaux, qui se rendent à une soirée où Porky présente un cartoon qu'il a conçu lui-même. Et donc le cartoon dans le cartoon est un enchaînement de scènes sans queue ni tête. Mais là où c'est intéressant, c'est que, contrairement aux apparences, Porky est un bon animateur. Ce cochon dessine mieux que moi. Il y a un bon sens de la perspective, les animations des personnages sont fluides, et il y a du mouvement solide. Et j'adore le contraste avec le fait que ce soit des bonhommes bâtons, que les décors aient vraiment l'air d'avoir été faits par les enfants du staff, que la musique soit jouée au kazoo, et que les erreurs soient conservées dans le montage final. Parce que l'équipe de dessinateurs de Tex est tellement talentueuse que même des dessins enfantins, ils peuvent les rendre impressionnants à regarder une fois en mouvement. Juste le fait que des dessinateurs professionnels tentent de jouer les dessinateurs amateurs est extrêmement amusant. En plus, même dans ce cartoon dans le cartoon, il y a des gags que l'on pourrait voir dans un Tex Avery plus classique, et même parfois qu'on a déjà vu dans des cartoons de Tex sortis avant. C'est une nouvelle forme d'absurde qui fait de ce cartoon un des meilleurs de la période Warner de Tex à mon goût, et probablement l'un des plus identifiables pour les artistes du coin. Pour les 2 derniers de la liste, on va glisser 2 réalisateurs parmi les moins connus de ceux qui ne sont pas des gros fans des Looney Tunes, et on commence par ce bon vieux Frank Tashlin. J'ai pensé à plusieurs de ses cartoons, et j'ai finalement décidé de me contenter d'un seul, Brother Brat, pour quelques raisons. D'abord parce que c'est un cas similaire à Ice and Make-up, même encore pire puisqu'à ce jour, il n'a toujours pas été restauré, et je ne comprends pas pourquoi. Le début du cartoon est vraiment ancré dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il parle des femmes de la nation qui soutiennent les troupes depuis le pays, et fait donc 2-3 références aux forces de l'Axe, mais après c'est une histoire plus classique qui ne présente pas de contenu particulièrement offensant pour autant que je sache. Ensuite, il faut savoir un truc, en général, je suis pas fan des histoires de babysitting face à un enfant infernal.
Sûrement parce que ça me rappelle trop mon expérience personnelle. Mais là, cet affrontement entre Porky et un bébé un peu trop adulte, au point qu'il ferait passer bébé Herman pour un petit ange, me fait bien rire, car le dénommé Butch a une personnalité particulièrement poussée à l'extrême, dans ses gestes, ses mimiques et sa voix, contrastant avec l'innocent Porky qui veut bien faire et cède d'un livre sur la psychologie des enfants. Enfin, et du coup ça rejoint un peu ce que je disais avec le point 2, les deux personnages one-off, Butch donc et sa mère, qui sont parmi mes personnages one-off préférés des Looney Tunes. J'adore leur exubérance, Butch en tant qu'exagération du bébé démoniaque, et sa mère en tant que femme vraiment dévouée pour son pays, et très grande gueule. Les deux sont de très amusantes caricatures d'une dynamique maman et bébé dans la société, qui finissent par trouver leur place dans l'extravagance Looney Tunesienne. Il y a sans doute des touchlines artistiquement plus intéressants que celui-là, mais je trouve que c'est l'un de ces cartoons les plus drôles, avec de belles leçons pour les enfants et leurs parents aussi. Et pour le deuxième réalisateur, le encore moins connu Norman McCabe, dont l'histoire aura surtout retenu ses cartoons de propagande, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo dédiée. En fait, une bonne partie de ces cartoons ont mal survécu à l'épreuve du temps parce qu'ils sont riches en références à ce contexte, en plus d'une bonne dose de stéréotypes. Le bruit veut que McCabe lui-même était peu fier de ses cartoons, et pourtant il en a des bons, et particulièrement ses approches de Daffy. Je pense que The Daffy Duck est son plus drôle, malgré les stéréotypes sur les natifs américains. Mais The Impatient Patient est sûrement son plus impressionnant de manière générale. Norman avait hérité de l'ancienne équipe de Clampett, dont il faisait lui-même partie, et était confiné au cartoon en noir et blanc, dont il fait un très bon usage ici, pour souligner les décors au côté stylisé qui fait son effet. Il y a quelque chose dans la structure et l'humour qui peut évoquer un des premiers Clampett, alors que Daffy se retrouve dans le manoir d'un pastiche du Dr Jekyll, tandis qu'il a le hockey. Mais McCabe a son style à lui et injecte une atmosphère intéressante, contrastant avec la folie furieuse de Daffy. Ce dès la scène d'ouverture, dans les marais lugubres, avec un susurrement inquiétant qui s'avère être Daffy cherchant quelqu'un frénétiquement pour lui livrer une lettre. Un des rares McCabe sans aucune référence à la Seconde Guerre mondiale pour autant que je sache, bien qu'il demeure une ou deux références à la pop culture d'alors. Mais en général, c'est un très bon cartoon, croisant la gentille folie d'un Clampett en noir et blanc, un sens du layout et de l'arrière-plan inspiré et inspirant, prouvant que McCabe mérite de ne pas être retenu que comme la personne ayant pondu Tokyo Jokyo. You don't know me very well, do we? You don't know me very well, do we? Et ça en fait 22, le compte est bon. Alors il y a encore d'autres cartoons que j'aurais voulu évoquer, mais si je continue à en ajouter, je ne vais plus m'arrêter. Et cette vidéo est déjà assez longue comme ça, alors peut-être une prochaine fois. Ça reste fun pour moi de parler Looney Tunes, mais bon rassurez-vous, la prochaine fois je parlerai d'autre chose. Et même d'une certaine chose en suspens depuis beaucoup trop longtemps. TMTC, comme ne disent plus les jeunes. En attendant, portez-vous bien, mangez au moins 2 cartoons Looney Tunes par jour, et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao!